certain nombre de problèmes complexes à l'intérieur d'une petite équipe, ce n'est qu'après qu'on peut s'ouvrir aux autres et interagir en fait de manière efficace avec l'ensemble de la communauté. Et on est ravis en fait d'être là aujourd'hui avec vous parce qu'on pense qu'on a atteint, après 3 ans de travail, ce point-là. Je voudrais vivement remercier en fait tous les gens qui ont participé dans l'ombre au travail qui va être présenté aujourd'hui à la commission. Et je voudrais surtout inviter chacun d'entre vous, vous tous, à rejoindre ce mouvement. Vous l'avez déjà fait à travers évidemment la signature de la charte. On s'expliquera aussi sur le prix de la charte, etc. On veut vraiment créer avec vous une totale transparence et une relation de confiance pour vous démontrer que ce que l'on fait, c'est parce qu'on a des convictions et qu'on s'engage, nous, plateforme, à travailler plus avec vous et à faire plus de business avec vous et que, in fine, même si ça a un coût aujourd'hui, ce coût de la qualité, demain, c'est celui qui va permettre la pérennité et le développement de nos sociétés. Voilà, donc, excusez-nous, mais on est prêt, on est là, et on vous présente maintenant le travail qui a été réalisé et ce qu'on attend de vous. Alors, je vais passer assez vite, parce que j'ai pris du temps un peu sur le CPA, mais retenez en fait que le CPA donc, a été créé il y a déjà de nombreuses années à l'initiative des plateformes d'affiliation. Elle regroupe aujourd'hui, le CPA regroupe la quasi-totalité des plateformes d'affiliation en France, Affilinet, Conversant, CJ by Conversant, Efinity, Net Affiliation, Public-ID, Air Advertising, TradeDoubler, Zanox et WebGains. Nous nous sommes réunis parce que l'affiliation à l'époque était une profession méconnue et nous voulions en fait la faire mieux connaître. Nous voulions aussi évidemment partager un certain nombre de choses sur des pratiques qui devaient être peut-être régulées, qui devaient être discutées. Et puis nous voulions défendre d'une part générale nos intérêts par rapport à d'autres canaux marketing dont l'annonceur peut profiter. Nous avons ensuite élargi à des éditeurs qui sont devenus membres consultatifs. Vous en avez ici la liste, je ne vais pas forcément les citer, mais l'idée était de rassembler en fait, autour de cette association non seulement les plateformes, mais aussi ce qui nous permet d'exister, c'est-à-dire les éditeurs, les publishers, notre réseau. Voilà, une nouvelle étape a été franchie cette année avec le collectif des plateformes d'affiliation qui est devenu le collectif de la performance et de l'acquisition. On élargit le spectre de compétences de l'association. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, l'affiliation, un vieux métier qui a déjà plus de 15 ans, a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Et ce métier-là, en fait, le terme affiliation, ce que le marché met derrière le terme affiliation ne reflète probablement pas la richesse de tout ce que l'on fait aujourd'hui dans nos sociétés, dites plateformes d'affiliation. Et il nous semble opportun aujourd'hui de parler plus de performance marketing que d'affiliation au sens où elle est entendue par le marché. Et il fallait en fait que ce changement d'activité de nos sociétés trouve un relais, il était logique qu'il trouve un relais aussi dans la représentation que nous avons sur le marché. Et donc nous sommes en train, c'est en cours, c'est tout récent, de rebrander en fait le CPA en collectif de la performance et de l'acquisition. Ça va nous permettre aussi d'accueillir de nouveaux membres qui ne sont pas des plateformes d'affiliation historiques en tant que telles, mais qui, de par la redistribution des cartes du marché aujourd'hui de la performance, interagissent de plus en plus avec nous. Je citerai à titre d'exemple des technologies, par exemple de tracking, avec lesquelles nous avons nécessité de s'entendre. Des gens qui font des métiers qui sont connexes aux nôtres, c'est-à-dire qui vont travailler sur la fin du tunnel de transformation et qui, en cela, nécessitent peut-être une meilleure compréhension de notre part et une discussion qui est un peu plus avancée que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, sous quelle forme on espère, on est toujours dans la discussion là-dessus, on n'a pas d'idée conçue, mais la proposition en fait qui est faite auprès de ces différents acteurs qui voudraient rejoindre donc ce nouveau CPA, c'est d'établir différents collèges de professionnels avec des spécialités, des expertises, et que le CPA, le conseil d'administration du CPA, soit
l'organe en fait de gouvernance de ces collèges qui va permettre à tout le monde de travailler dans de bonnes conditions et sous un cadre commun. Une fois encore, il s'agit juste d'une proposition et puis comme les gens réagissent mieux aux propositions que si on leur demande de brainstormer, on vous la présente. Donc il s'agirait d'avoir un collège d'affiliation qui lui regrouperait les plateformes d'affiliation. Il s'agirait aussi, et là on va y revenir plus largement, Amaury et Mathieu, d'avoir un collège pour l'emailing performance. On a aussi commencé des travaux sur les coupons et le cashback. Il existe aussi une représentation, le CNMP aujourd'hui, des couponneurs et des cashbacks. Il s'agirait peut-être de regarder comment mieux travailler avec eux et aller beaucoup plus loin en fait, dans les travaux qui peuvent être menés sur ce vertical. Le brand performance, l'achat programmatique, le RTB, le netting ad, tout ça ce sont des segments qui ont émergé, qui sont en forte croissance et qui ont des couleurs de performance extrêmement importantes. Donc il est aussi important qu'on discute et qu'on crée des synergies avec ces gens-là. Le ad tracking, je l'ai évoqué. Comment on arrive à vous assurer, vous en tant que publisher, que le tracking se fait dans de bonnes conditions et que la notion de tiers de confiance en fait, soit respectée. Et enfin, le mobile, évidemment, avec l'explosion du m-commerce. Et là aussi, des grandes problématiques au niveau du tracking, de vente de réseau, etc. Voilà. Donc, juste pour vous donner un aperçu de ce vers quoi on veut tendre et ce sur quoi on discute avec un certain nombre d'acteurs du marché aujourd'hui. C'est encore moi, je crois. Oui. Ça va, tout le monde est là? Ça va, pas trop ennuyeux? Alors, rapidement, je vous présente, pour que vous... Alors, le CPA, en fait, hein, c'est une association, mais je fais attention parce qu'on a ici un représentant de l'IAB, mais bon, c'est une association qui a un pédigré extrêmement particulier. On a des associations professionnelles qui sont des associations de représentation, et le CPA me semble tout à fait particulier dans le sens où il représente la profession, mais surtout, il vit, en fait, de manière opérationnelle la profession, et donc il intervient, en fait, de manière extrêmement précise et opérationnelle sur les pratiques et sur la manière d'opérer le business, d'exécuter le business. Hein, ça me paraît fondamentalement différent de travaux qui peuvent être faits par d'autres associations. La raison pour laquelle on est là, c'est typiquement ce positionnement très particulier, c'est le... je ne vais pas le citer, mais il y a d'autres associations qui peuvent représenter, disons, des acteurs du marketing direct, qui n'ont pas du tout, en fait, cet ADN. Hein. Ils sont beaucoup plus loin du business, ils sont beaucoup plus dans le conseil ou les recommandations. Donc nous, ici, au CPA, on est extrêmement concret. On veut faire avancer le business concrètement avec des gens proches du business. La commission emailing, évidemment, on va y revenir, on est là pour ça. Mais la commission attribution donc, a été créée aussi il y a quelques années, enfin cette année plutôt. Le coupon, c'était il y a 2 ans, le mobile, il y a 2 ans. La commission image, je passe rapidement. La commission coupon, donc sachez qu'elle regroupe des gens de différentes plateformes et des couponneurs. Et elle a abouti en fait en termes de délivrables concrètement à la rédaction de recommandations à l'usage des sites de coupons de réduction. On a aussi conçu avec CCM Benchmark une étude sur l'usage des codes de réduction, étude qui était extraordinaire en termes de résultats, parce qu'elle montrait par exemple que le panier moyen était largement supérieur lorsqu'on utilisait un coupon de réduction que lorsqu'on ne l'utilisait pas. Donc ça nous donne des vrais arguments pour défendre ce levier auprès des annonceurs. Et enfin, donc, on a conçu de manière globale donc, et harmonisée et standardisée donc, pour les différentes plateformes des fiches de circulation qui permettent de mieux qualifier la relation entre l'annonceur et l'éditeur de sites de code de réduction pour plus de clarté et de transparence. Le mobile, un des délivrables, ça a été de publier un document pour mieux faire comprendre les enjeux liés autour du mobile en affiliation. Je passe vite. Hein. Et la commission attribution, donc, qui est aujourd'hui probablement la commission la plus hot, hein, j'ai envie de dire, avec le lancement du LTT. Alors le LTT, il répond à un certain nombre
de problématiques du marché aujourd'hui que nous devons résoudre en tant que professionnels, qui sont des problématiques de déduplication, qui sont des problématiques d'assurance que le tracking fonctionne bien. Donc clarté, transparence sur les règles de dédupe, sur les pratiques, sur les conditionnements de tag, etc. Et donc nous avons décidé en fait d'établir un standard qu'on a appelé l'ELTT. Et nous allons afficher, en fait, l'ensemble des plateformes va afficher sur ces descriptifs de programmes, pour vous, la manière, enfin, ce label qui va vous garantir qu'on est 100% sûr que les ventes, en fait, sont traquées selon les règles de l'art de la profession. Hein, par exemple, le tag en dur posé sur le site des annonceurs. Mathieu, tu as la lourde tâche maintenant. Dans le relais, Donc effectivement, lourde tâche. Je reviens juste 2 secondes sur la partie commission emailing, donc effectivement qui existe depuis très longtemps, qui a été créée en 2008, qui a pris de l'ampleur en fait en 2012 avec la mise en place de la charte, on va dire V1. Alors là, les représentants, c'est affiché, sont Stéphane de Caloga et moi-même. Effectivement, on était appuyé avec d'autres emailers performance et également les spécialistes en fait emailing des plateformes. Cette commission avait finalement 2 rôles, c'est-à-dire établir la première version de la charte et également le rôle de régulation, qui était effectué à la fois conjointement par les plateformes et par des éditeurs représentants de cette commission. Sur la V1, elle a été mise en place en février 2012, comme vous voyez, avec plus de 400 signataires. Quand on parle de 400 signataires, on parle de 400 sociétés signataires, pas base de données, contrairement à la charte V2, où on raisonne plus aujourd'hui en base de données ou plus en société. Avec une garantie de la traçabilité du consentement de l'internaute, l'interdiction d'échange de fichiers, et puis des règles spécifiques pour les bases mutualisées. Et finalement, ça nous a permis de garantir à nos annonceurs, à nos clients, à nos agences, une certaine traçabilité quant à la collecte et à l'exploitation des données personnelles, des bases en fait qui étaient signataires de cette charte de qualité, et maintenir le business et orienter les budgets vers vous, finalement, vers vous signataires. La seconde charte donc, a été mise en place depuis octobre 2014, pardon, avec finalement des éléments supplémentaires qui ont été aussi également travaillés avec la commission et avec parcimonie avec d'autres signataires V1 de l'engagement de qualité, avec un encadrement clair de l'opt-out, avec un attachement de l'opt-in au nom de la base, des éléments assez finalement simples qui peuvent paraître être de base, mais qui ne sont pas forcément tout le temps respectés. Finalement, le fil rouge de ce nouveau document, c'est la délivrabilité. Et on s'est dit, bon qu'est-ce qui agit sur la délivrabilité aujourd'hui? Il y a plein d'éléments qui agissent sur la délivrabilité, et vous le savez d'ailleurs beaucoup mieux que moi. Alors il y a des éléments qui nous incombent et des éléments qui nous échappent. Voilà. Tout ce qui est routeur, IP de routage, donc nous on n'a pas la main là-dessus. Donc on essayait d'agir finalement là où on avait la main. Fort aussi de 2 ans de régulation, hein, comme vous voyez, on a eu 200, alors c'est pas ici que c'est marqué, je sais plus où c'est, mais on a eu 200 dossiers traités au sein de la commission sur des litiges ou des membres de la charte qui potentiellement avaient des pratiques qui ne respectaient pas leur engagement de qualité. Et on a eu 15 commissions, 15 ateliers qui nous ont permis finalement, et pour ceux qui ont travaillé dans ces ateliers, et vous pourrez en fait leur poser la question, c'était extrêmement chronophage déjà, et c'était extrêmement complexe de traiter les sujets, parce qu'on rentre dans des considérations légales, etc., des biais, des petits effets de bord, etc. En tout cas, un fil rouge de ces 200 dossiers qui ont été traités pendant plusieurs années en fait au sein du CPR, et ce qui était assez récurrent finalement sur les dossiers, c'était les problématiques d'opt-out, qui ne permettaient pas en fait à l'internaute d'avoir une lisibilité claire de qui collectait ses données personnelles et qui les exploitait. Je ne vais pas vous faire les techniques d'opt-out, vous les connaissez mieux que moi. Mais finalement, on collecte sur une base A, et après c'est une base B qui parle à l'internaute. Finalement, la visibilité de qui a collecté et qui exploite est extrêmement faible, voire nulle. Donc finalement, on a souhaité encadrer ce point-là qui nous paraissait être hyper important. Finalement, sur ce deuxième volant de la charte, nous, notre souhait, c'était, comme le disait Guillaume tout à l'heure, en termes d'autorégulation et en termes d'image sur le marché, de montrer en fait au marché qu'on se préoccupe un petit peu de ce qui se passe
au niveau des internautes et au niveau de notre propre environnement proche avec les acteurs de l'emailing, les routeurs, etc. etc. Aussi donner un signal positif de responsabilité par rapport à notre activité. La deuxième étant la transparence. Cette transparence, on veut la donner avant tout à nos clients et nos agences. L'objectif est avant tout de faire en sorte que les budgets soient captés par les membres du CPA et directement sur les signataires. Puisque, comme vous le savez, on s'engage à ne travailler, nous, en tant que membre CPA, qu'avec les signataires de la charte email. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Parce qu'on se coupe aussi d'un certain nombre de business. On s'en était coupé en 2012 avec la V1, et on s'est encore coupé de business en fait avec la V2. Donc quand vous nous demandez un petit peu, mais vous vous engagez à quoi, bah, on s'engage à bosser avec vous. Alors ça peut paraître extrêmement faible, mais c'est hyper important et c'est très fort en fait. C'est-à-dire que nous, on se dit, ok, on ne travaille qu'avec des gens qui respectent un engagement de qualité. Et ça, on le dit haut et fort, et on le vend. On le vend à nos annonceurs, on le vend à nos agences, on le promeut. Et on dit, si vous bossez avec des emailers, bossez avec des signataires de la charte email. Je vais même aller plus loin pour dire, certaines agences, et vous bossez aussi en direct avec des agences, on leur dit, vous bossez en direct avec des emailers, bossez avec des signataires de la charte email, même si le budget ne passe pas par Sanox, QLiquidé, CJ, etc. C'est aussi extrêmement important de dire que c'est vous qui êtes favorisés par rapport à des ventilations budgétaires. Et ça, c'est vraiment l'objectif en fait de cette charte. Toujours dans la transparence pour fournir la traçabilité de l'opt-in, ça nous arrive très régulièrement, toutes les semaines, d'avoir des annonceurs, des agences qui nous remontent des plaintes d'internautes, nous disent, bah voilà, j'ai un internaute qui se plaint auprès du service client de mon annonceur, il faut que tu me files la preuve en fait de la collecte. Et pourquoi cette personne est exploitée sur ta base. Et là, effectivement, nous, on se doit, en tant que plateforme, en tant qu'intermédiaire, d'avoir une réponse. Et finalement, c'est là où la charte nous permet, finalement, avec vous, d'avoir en fait des éléments concrets à fournir à cet internaute, à cet annonceur, pour montrer finalement qu'on maîtrise notre chaîne de valeur de la collecte à l'exploitation. Ça, c'est extrêmement important. Et le dernier point, et ça Guillaume en a largement parlé, je ne vais pas trop revenir dessus, mais c'est clairement revaloriser le business de l'email. Alors, revaloriser en termes d'image, parce que l'image n'est pas forcément très bonne, revaloriser en termes finalement de technique, c'est-à-dire au-delà du volume, hein, on l'a tous connu, ajouter des millions non ciblés, etc. En termes de délivrabilité, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc aller sur des logiques de ciblage et valoriser en fait le métier et l'emmener vers moins de mails et plus de résultats. Moins d'envois, plus de résultats. Et puis revaloriser en termes de prix, en termes de modèle économique. Est-ce qu'on doit continuer à vendre de l'email à la perte à 100%? Est-ce qu'on doit assurer des MG? Est-ce qu'on doit assurer du CPM? Est-ce que c'est pas le retour du CPM? Est-ce qu'on ne doit pas vendre finalement votre métier différemment? Et pour vendre votre métier différemment, il faut que le métier dise « je travaille différemment et venez comprendre comment je travaille ». Votre métier aujourd'hui, en tout cas ça c'est mon avis personnel, c'est quand même de livrer un message. Déjà c'est un exploit, déjà livrer le message sur FL. Donc à partir de là, le message, après s'il est beau, il est sexy, si l'internaute clique, etc., limite, ça ne vous incombe plus. Donc est-ce que c'est pas un peu le retour du CPM aussi? Enfin, c'est toutes ces questions-là qu'il faut qu'on se pose. Mais pour se poser, pour aller en parler, il faut mettre le cadre. Et le cadre, c'est la charte. Voilà, tout simplement. C'est ce qui nous permet finalement de porter le sujet sur le marché. Alors, le changement majeur numéro 1, mais comme vous avez signé la charte, on ne va pas passer 3 plombes là-dessus, puisque vous avez scruté le document, vous êtes totalement à l'aise avec ce que vous avez signé, vous êtes conscient en fait des engagements pour lesquels vous êtes là. Donc finalement, l'encadrement de l'opt-out, qui est une technique qui nous paraissait être, on va dire, pollueuse des pratiques et au niveau des livrabilités, et finalement, encore une fois, identification par l'internaute de qui collecte et qui exploite ces données, ça nous paraissait être quelque chose qu'il fallait extrêmement cadrer. Donc en gros, le schéma, vous le voyez, je ne vais pas le commenter, vous le connaissez. Je collecte sur une base A, j'exploite sur la base A et je ne fais pas de mail d'opt-out pour dire tu es sur A, maintenant tu es sur B et je t'exploite sur B. Un mail d'opt-out qui généralement passe du mauvais côté de la boîte pour éviter d'avoir les désabos. Par rapport en fait à ce souci d'opt-out, puisqu'effectivement on ne va pas non plus se tirer une balle dans le pied, on ne va pas non plus imposer trop les choses. Donc on a souhaité, et ça a été aussi des discussions avec vous, de dire on met en application à partir du 1er octobre toutes les adresses qui ont été collectées en opt-out avant le 1er octobre, on continue à les exploiter, on peut y aller. Voilà, on va dire que c'est autorisé, puisque ce n'était pas, c'était autorisé dans la V1, donc finalement ça rentre dans le cadre de la V1. Tout ce qui, à partir du 1er octobre, on vous a demandé de ne plus injecter d'adresses issues des techniques d'opt-out dans les bases de données travaillées à la performance, avec nous. Voilà, tout simplement. Donc ça, que ce soit clair, je sais qu'il y a eu des incompréhensions par rapport à ça, mais c'est très simple. 1er octobre, on n'injecte plus d'adresse opt-out dans les bases. Extrêmement simple. Le deuxième changement majeur, qui finalement est dans la continuité du premier,
c'est l'attachement de l'opt-in au recueil du nom. C'est-à-dire, je collecte sous le nom de la société Mathieu ou de la base non commerciale Mathieu, j'exploite mon opt-in sous le nom Mathieu. Encore une fois, c'est une question de lisibilité de l'internaute. Si on exploite sur un nom différent, c'est-à-dire j'exploite sous le nom d'Amaury, l'internaute ne va pas comprendre qui lui parle. Et là, ça va être inactivité sur les messages, ça va être désabonnement, ça va être signal spam, ça va être tout ce qui nous emmerde par rapport à la délivrabilité et qui va donner des signaux au FAI pour dire il y a un problème sur cette campagne, on va couper le tuyau, etc. Enfin, vous connaissez la fin de l'histoire. Encore une fois, c'est l'assurance de la traçabilité de la collecte au désabonnement. Collecte, exploitation, désabonnement. Par là même, si je me désabonne de la base Mathieu, je me désabonne de la base Mathieu. Et pas de la base Amaury ou autre, etc. Changement majeur numéro 3, non pas numéro 2, c'est la partie click inscrit, click lead, click to lead, les noms diffèrent, divergent, le diverge c'est énorme. C'est plutôt le click lead attaché un opt-in à un seul annonceur. On ne va pas commencer à faire de la sponsor sur du click lead, c'est un petit peu too much, d'après nous en tout cas, c'est le cas qu'on propose. Dissocier la participation du dispositif à l'opt-in de prospection, donc là on a bien deux zones qu'on souhaite équivalents en termes de taille, en termes de contenu, en termes de highlight, pour dire tu peux jouer en étant dans les sponsors, tu participes à l'opération et t'acceptes, ou tu participes à l'opération et t'acceptes pas. Et finalement, la zone cliquable ne doit être active que sur les boutons en fait, d'acceptation, sur le call to action. Je valide, je participe, etc. Si on commence à rendre cliquable toute la créa, un clic finalement inattentionnel va optimiser le profil alors que ce n'était pas vraiment son intention. Et on sait que l'internaute est des fois un petit peu perdu, il ne sait pas trop cliquer, il clique un peu n'importe où. Sauf que là, il donne son consentement. On souhaite quand même réguler cette partie-là. Quatrième point, c'est la partie collecte multisponsor, que vous connaissez très bien également. Bon là, pareil, la collecte multisponsor n'est pas quelque chose de mal, au contraire, c'est un business model qui fonctionne et qui est rentable, et si ça continue, c'est que c'est le cas, et tout le monde y trouve son compte. Nous, ce qu'on souhaite juste, c'est toujours dans le cadre de la lisibilité par l'internaute, c'est toujours de pouvoir participer à l'opération en étant dans les sponsors et également en n'étant pas dans les sponsors, avec des tailles comparables, et rendre visibles les sponsors. Alors, rendre visibles les sponsors, c'est-à-dire les rendre visibles sur la homepage, sur le formulaire, rendre visible sans avoir à scroller pendant 3 km en fait, pour voir tous les sponsors, sans avoir un carrousel, sans avoir à ouvrir une pop-up, sans avoir à fouiller dans le règlement. Voilà, il faut les voir. C'est toujours pareil, je pense que ça rentre dans le cadre finalement de la lisibilité. L'internaute, il s'inscrit à un jeu, c'est quand même mieux qu'il sache où est-ce qu'il s'inscrit et pour qui il s'inscrit et qui va récolter ses données personnelles pour les exploiter par ailleurs. Donc finalement, on demande que les sponsors soient limités, alors chacun interprétera la notion de limite, il n'y a pas de nombre, c'est écrit limité, et les sponsors sont visibles. Je pense que la visibilité des sponsors est beaucoup plus importante que la limite des sponsors, mais en tout cas, c'est le cadre qu'on propose et que vous avez signé. Voilà. Dernier point très important, surtout sur la partie collecte multisponsor et click lead. C'est-à-dire que finalement, vous êtes aussi, vous, régulateur de la chose. Vous êtes acteur comme nous. Il faut que vous portiez le message également autour de vous. Vous ne travaillez pas qu'avec des mondes du CPA. On sait très bien, et à la limite, tant mieux, et c'est normal. Si d'autres sociétés vous proposent de relayer des dispositifs de click lead, ce qui serait chouette quand même, ce qu'on vous demande, et c'est ce que l'engagement que vous avez pris également, c'est de leur dire non, attention, ta zone cliquable, elle est cliquable sur tout le visuel, moi je mets une zone cliquable que sur le bouton, etc. etc. Parce que finalement, vous êtes dans cette même démarche de dire non, c'est n'importe quoi, l'internaute il peut cliquer n'importe où, etc. Pareil sur la collecte multisponsor, soit vous êtes en tant que sponsor sur le jeu, et là il faut absolument être sûr que vous êtes visible dans le cadre de la charte, soit également vous allez relayer les opérations, mais ne relayez pas d'opérations qui ne sont pas conformes en fait finalement à la partie charte CPA. Sinon ça ne marchera pas, c'est-à-dire que si on n'est pas tous acteurs du truc, si on n'est pas tous régulateurs à notre niveau, on aura moins de poids, tout simplement, d'accord? Donc il faut faire changer les pratiques. Nous, on est 9 au CPA, on représente une grosse part du marché je pense, mais on n'est pas tout seul. Il y a d'autres gens qui n'ont pas souhaité venir dans le CPA, ou peut-être dans le nouveau CPA entre guillemets, on aimerait bien les accueillir justement pour être plus fort par rapport au message et à l'action. Mais en tout cas, charge à tout le monde finalement dans la chaîne d'être acteur en fait de tout cela. Voilà. Également, on ne peut pas être, on va dire, blanc et noir. C'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un système qui dit la charte est signée par base de données.
sur une même société, effectivement, ça paraît difficilement concevable d'avoir une partie de son activité où on s'engage dans une démarche de qualité et une autre où on ne s'engage pas forcément. Là, c'est vrai que c'est intellectuellement difficile à comprendre. Donc, l'idée, c'est quand même que l'ensemble du business, on puisse l'accompagner de la bonne façon. Au niveau de l'éco-participation. Alors, on a souvent entendu, surtout pour les partenaires qui sont un peu plus virulents par rapport à notre proposition de démarche de qualité, que les plateformes d'affiliation mettaient une taxe d'entrée. Il fallait payer pour bosser avec les plateformes. Alors, c'est absolument faux, évidemment. Nous, ce qu'on vous a proposé, c'est de se dire, on a fait une V1 de la charte, on a eu une démarche, elle a été portée, elle a été bénéfique, à un moment ou à un autre, elle a forcément été bénéfique, et ça nous a permis d'en arriver là. Un des biais de la première version de la charte, c'est qu'on a manqué tous, finalement, de cohésion et surtout de communication. Quand on fait des choses de ce type-là, si on n'en parle pas, ça ne fonctionne pas. C'est tout bête, hein, j'enfonce presque une porte ouverte. Mais finalement, on s'est dit, il faut absolument qu'on ait un volant financier qui nous permette de dégager un budget pour parler efficacement en fait, de cette démarche. L'objectif étant d'en parler, d'en faire un standard, et que vous soyez finalement les bénéficiaires directs des budgets, encore une fois. D'accord ? Donc pour ça, on vous a demandé de participer à l'effort financier. Contrairement à ce que vous pouvez croire, le CPA, on n'a pas d'argent. Et on passe, je ne sais pas combien de pourcentage de notre temps et de notre pauvre budget sur l'emailing, je ne sais pas combien... 80% de notre temps au CPA, hein, il est sur l'emailing. Sauf que on ne fait pas 80% de notre business avec l'emailing. Vous comprenez bien qu'on est des sociétés qui agrègent des leviers, on a plein de problématiques à traiter, le cashback, le coupon, le programmatique, tous les collèges que vous avez vus tout à l'heure, problématiques de tracking, etc., etc. Et pourtant, on continue à dédier énormément de temps et d'argent et d'énergie à la charte email et à l'activité d'emailing. Parce qu'on y croit, parce qu'on a envie de la revoir prendre des parts dans le business. Pour y aller, il fallait aussi que tout le monde mette l'argent à la patte. Faites mettre la... Vous avez compris l'expression. Je suis fatigué, je ne suis pas beaucoup dormi, je suis désolé, mon fils était malade. Bref, je raconte ma vie. Et finalement, on vous a demandé de participer par base, donc avec des mécaniques qu'on vous a expliqué, ce qui est gestionnaire, propriétaire, etc., etc. Ce qui nous a permis de dégager un volant financier. Et là, je vais laisser la parole à Amaury qui va nous expliquer justement tous ces next steps. Et l'idée, c'est de se dire, maintenant, on a un budget pour communiquer, pour faire en sorte que cette charte, ça devienne un standard, pour aller matraquer le message chez les annonceurs, chez les agences, pour que les budgets, ils arrivent dans vos mains, dans vos bases, dans vos routeurs et dans vos poches. Voilà. Et un peu dans la nôtre aussi, à un moment, pour gérer tous ces budgets. Donc voilà, c'est ça en fait l'éco-participation. C'est pour ça que c'est pas une taxe du tout de travail avec les plateformes, c'est un budget qui a été dédié finalement pour les actions d'emailing. Et on va vous montrer en fait ces bilans budgétaires. Merci Mathieu. Les prochaines actions. Alors peut-être qu'en guise d'introduction, en fait on ne peut pas, c'est vrai qu'on a une période un peu difficile. Alors je pense que l'emailing souffre, et l'emailing a souffert particulièrement, mais il n'y a pas que l'emailing qui souffre déjà pour commencer. Donc s'il y a quelqu'un qui est capable de me dire aujourd'hui qu'il y a un seul marché qui est en très forte progression, à part celui de Google, lève la main parce que je serais curieux d'en parler avec lui, vu les informations que je collecte sur les différents secteurs, univers, même le mobile, je vous garantis que ce ne sera pas l'année du mobile, vu les informations que j'ai encore collectées aujourd'hui. Donc on est sur un marché qui est contraint, on est sur une économie qui est encore en plus contrainte. Et donc ce qu'on fait, c'est sûr que est-ce que ça aide? Non. En tout cas, est-ce que ça nous, tout de suite, est-ce que ça nous aide à préparer l'avenir? Je pense que oui. Donc oui, il y a un impact, oui c'est plus compliqué, mais de toute façon le marché est naturellement plus compliqué. Donc dans cette période-là, est-ce qu'on continue à avancer? Puis c'est ce qu'un certain nombre d'éditeurs nous ont dit. Plus ça va, moins ça va, et avec ce que vous faites, on ne va jamais s'en sortir. Ben, c'est sûr que si on raisonne comme ça, on ne va jamais s'en sortir, surtout si on ne vient pas travailler ensemble. Donc c'est vous que je félicite, et les autres que j'invite à venir, parce que les plus virulents sont ceux qui sont les moins actifs. Donc reprocher ce qu'on fait est une bonne chose, ne pas y participer en est une autre folie. Donc on est sur un marché, soit on est acteur parce qu'on vit dans ce marché, mais on en a besoin, soit pas. Nous, je crois qu'on a démontré, on va continuer de démontrer qu'on est très investi, on est surinvesti sur l'email, parce qu'on pense qu'on a une capacité de faire changer les choses, ça a toujours été un gros levier, et ça doit le redevenir. Maintenant, il y a un coût, il y a un prix. C'est vrai que
peut-être dans l'excuse aussi et dans l'explication des difficultés qu'on a eues avec vous, et notamment avec ceux qui ont pu avoir un certain nombre d'alertes, voire au-delà. On a eu un peu l'impression, alors qu'on bosse ensemble et qu'on est vraiment ultra partenaires, qu'on s'auto-tirait un peu dans les pattes, à mettre un focus sur ce qui ne va pas et à s'empêcher de travailler avec certains d'acteurs qui sont en plus nos fournisseurs préférés et avec lesquels on fait le plus de volume. Il se trouve que c'est vrai, mais c'est aussi le prix à payer en interne pour être capable de rayonner en externe. Et si on n'avait pas fait ça, quand on a été, qu'on fait beaucoup maintenant autour avec les autres associations, avec les professionnels, avec Orange, avec Signal Spam, avec tous les acteurs du marché, avec l'UDA aussi, il n'y a encore pas très longtemps, l'affiliation limite performance, c'est que de la merde. C'est une black box, on envoie, on fait rien de bien, etc. Donc c'est une vraie réalité en termes de perception, d'autant plus accéléré qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires entre les deux, comme c'est pas tout à fait sapin, qui prennent une marge entre les deux, qui n'ont aucun intérêt à apporter une vraie transparence. C'est-à-dire quand la DGCCRF est venue nous voir toutes les plateformes pour nous auditer, ce qu'elle fait régulièrement, elle s'est aperçue qu'il n'y avait pas plus transparent que les plateformes d'affiliation. Bon, il se trouve que les annonceurs ne le savent pas, parce qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires entre les deux qui prennent du gras. Contre nous évidemment, puisque derrière, on a beau lutter contre une agence, c'est toujours une question de prix, et comme on est nombreux, on est toujours en concurrence, donc c'est la fuite en avant. Donc le seul moyen de casser un peu tout ça, et de changer l'image, c'était de le retravailler. Donc c'est vrai que la première période, parce que je voudrais dire qu'on est en mi-temps, où on arrive à une mi-temps, qui fait que tout le travail qu'on a eu ensemble, on a eu la mauvaise partie du travail. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura que des bonnes parties derrière, mais c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher les bonnes parties. Et il se trouve que les conversations qu'on a eues avec les acteurs du marché, et dont on va parler maintenant, nous montrent qu'on a eu raison, voire même qu'ils nous ont surpris dans le travail qu'on a pu faire avec une approche et des retours de ces acteurs-là. Je fais ce sujet-là, il est aussi important parce qu'en fait, plus vous êtes en collaboration, alors il y a des gens qui sont investis, il y a des gens qui sont investis pour potentiellement regarder ceux qui font pas bien. La passerelle, et moi ce que je voudrais vous donner comme message, c'est qu'il est évident qu'on a de la régulation à faire. C'est parce qu'on a fait de la régulation qu'aujourd'hui on a une position. Maintenant, il va falloir qu'on rentre sur une période non plus d'introspection, mais d'extraversion. Il va falloir qu'on utilise les chantiers qu'on a fait pour être capable de nous vendre. Et donc ce travail qu'on fait ensemble, moi j'ai beaucoup entendu, ouais, le CPA nous fait chier ceci, le CPA il demande du pognon, le CPA machin truc, avec le CPA en plus je fais moins de CA, avec le CPA blablabla. Alors que nous on a foutu un gros paquet de notre budget, de notre énergie, de tous les patrons de plateforme, plus tous les acteurs à l'intérieur, à essayer de transformer ce marché et de le réguler. Alors bon, vous ne le voyez pas, c'était un peu l'objet aussi du déjeuner ce matin, du petit déjeuner, c'est de partager ça ensemble. On a investi et on a envie de faire que ça change. Et ce que je vous demande aujourd'hui aussi, c'est qu'on va continuer à travailler sur la régulation, mais l'approche, c'est maintenant d'utiliser ce qu'on a fait, qui est un vrai levier pour être capable d'aller sur le marché. Sur le marché, en mettant en avant, grâce aux efforts qu'on a pu faire, parce que la V1, quand on allait voir un FAI, un Orange, il nous disait, mais vous faites toujours de la merde, vous faites de l'opt-out, pour moi l'opt-out c'est illégal. Basta. Donc de toute façon, je ne vous aiderai pas et je continuerai à vous filtrer, parce que vous faites partie des mêmes mecs. Bon. Ça, c'est la réalité. Et si on fait ça, sachant qu'on n'a pas la visibilité de ce qui remonte dans les spam-like and co, on est incapable d'avancer, on est capable de valoriser. Si ces gens-là commencent à comprendre, et comme ils sont en train de le faire ce qu'on fait, on va avoir une capacité à avoir d'autres outils. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, la charte email et l'approche, c'est que on est vraiment sur cette partie-là. On a besoin de votre cohésion, comme vous avez besoin de la nôtre. On travaille pour essayer de modifier le marché. Et tous les efforts que vous avez faits, on espère bien qu'ils payent autant pour vous que pour nous, sachant qu'on est indexé sur vos résultats. Et qu'on a toujours besoin de votre participation et de votre présence. Pour vous montrer un peu et vous donner un peu plus de transparence sur le budget, l'ensemble des coûts pour le CPA et ne que sur l'email a été de 80 000 € cette année, répartis en un certain nombre de postes, de frais. Alors, évidemment, notre permanent qui a passé une très très grande partie de son temps sur le dossier, les frais de track-up, de suivi, d'analyse qui nous permet aujourd'hui d'avoir toujours un regard extérieur le plus juste possible de ce qui remonte et comment ça remonte, chose dont quand on en parle d'ailleurs à un certain nombre d'acteurs, dont des annonceurs, n'ont pas tous ces outils-là et comprennent ce qu'on fait et trouvent de la valeur. Tout ce qui est frais techniques sur la charte évidemment d'installation, parce que la mise en place de la plateforme technique, de signature, de manière à ce qu'on ne passe pas du temps à faire des photocopies, à faire des signatures avec des scans et reporter des fichiers Excel à la méthode d'il y a 50 balais, qu'on passe un peu sur des process qui sont automatisés, qui nous permettent demain d'offrir un certain nombre de transparence. Donc on était un peu cachés,
Maintenant, il va falloir qu'on le mette en avant, et pour le mettre en avant, on a mis en place un moteur qui va permettre à n'importe quel acteur du marché de savoir qui est signataire ou qui ne l'est pas, ou de vérifier quelle base est signataire ou elle n'est pas. Alors ça, c'est un détail pour vous, mais pour nous, en tant que concurrents, parce qu'au-delà du fait qu'on est ensemble et qu'on est reçu gentiment par Public ID ce matin, on est avant tout des concurrents. Hein. Sauf qu'on s'est réunis parce qu'on sait qu'en étant concurrents aujourd'hui, il y a d'autres formes de concurrence qui sont bien moins bien travaillées et qui ne portent pas le marché, et il faut qu'on le mette en place. Donc la notion de transparence des éditeurs signataires, c'est quelque chose sur lequel on a évolué, parce qu'à une époque, chacun voulait garder ses bons emailers et pas dire avec qui il travaillait. Alors, ça nous a demandé beaucoup de temps, ça nous a forcé à avoir aussi plus de transparence entre nous, quitte à avoir moins de capacité concurrentielle aussi. Donc c'est des choix qui ont été longs à mettre en place. La charte, donc si on regarde côté dépenses, sachant que les revenus, vous savez qu'ils n'ont commencé à arriver, entre guillemets, ou pour compenser en tout cas les dépenses qu'au lancement de la charte et au début de la signature, les plateformes ont investi plus de 53 000 € avant même dans tous les lancements des travaux. Donc c'est un gros investissement, sachant qu'en même temps on ne fait pas plus de CA. Hein. En tout cas, le marché ne nous a pas permis, et à date la charte non plus ne nous a pas permis de compenser ou d'arrêter les concurrents. Mais c'est un très gros investissement. Il nous reste aujourd'hui donc toutes les plateformes, en plus des budgets et des allocations de membres, on réinvestit, on a refait des levées de fonds dans l'année à un coût de plusieurs milliers d'euros sur l'ensemble des plateformes pour être capable de continuer à avancer. Il y a un certain nombre de modules qu'on n'a pas encore payés, notamment qui vont être importants, qui sont de mettre en place et de transformer la charte CPA avec une ouverture et une orientation qui va se diriger vers d'autres acteurs, et en l'occurrence c'est là où ça va être le plus important, c'est tout ce qui est agence ou annonceur, qu'eux-mêmes puissent être signataires de la charte à leur niveau et qui s'engagent avec une écriture qui doit être évidemment légèrement différente, parce que là on s'adresse bien à des propriétaires de base ou des acteurs à l'intérieur ou qui travaillent à l'intérieur de cette gestion. Donc ça c'est encore des investissements qu'il va falloir qu'on fasse pour qu'eux-mêmes puissent être signataires et co-participent et payent de la même manière que tout le monde paye, pour dire moi c'est un label, je le souscris, je le défends, parce que je veux protéger ce marché, j'en ai besoin. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui, au fur et à mesure, annonceurs et agences, dont on va parler, qui sont très sensibilisés à ça, plus qu'ils n'ont jamais été, parce que le problème qu'on rencontre sur l'email et qu'on a rencontré sur l'email est en train de se déployer sur le display. J'étais hier à la conférence au colloque IAB notamment, et alors il y a plein de technologies qui sont en train d'arriver, on parle de plus en plus des bots, 10, 15 à 20% en fonction du poids sur certains sites. Les outils sont en train d'arriver pour montrer où sont les bots et à quel point on paye mal, en tout cas on a un trafic qui est mauvais, donc c'est en train de se mettre en place, tout le monde est sensibilisé. On parle, à côté des bots, on parle aussi de tout ce qui est site potentiellement frauduleux et non qui ne respectent pas un minimum de législation. Donc il y a des outils qui sont mis en place et eux qui cartonnent et qui prennent beaucoup d'argent parce que l'annonceur, même sur le display, et malgré tous les outils, les évolutions, est impacté par ça. Et quand on arrive sur la couverture sur cible, il y a une analyse qui a été faite par Comscore qui a lancé un produit qui s'appelle OCR, si je ne m'abuse, qui permet de regarder quand on fait un plan média avec du déclaratif à quel point on touche la cible. En France, on est à 45%. Donc de couverture sur cible efficace sur du site premium en display. Donc c'est très très bien parce que le temps qui a été passé hier sur l'ensemble des acteurs et ce qui est en train de se passer sur le marché nous accompagne aussi, nous, parce qu'on a mis en place et on a des outils et on a une norme qui permet de reconsommer le média autrement qu'il était consommé avant. Donc en même temps que le marché finalement est en train de monter en puissance, puisque il est en décroissance, on est obligé on a moins d'argent, donc il faut qu'on le dépense mieux, et donc cette sensibilisation elle est en train de se mettre en place. Et donc nous on l'a fait en avance, le marché du display est en train de réagir aussi, avec la multiplicité, mais c'est un vrai élément essentiel. Donc voilà à peu près comment c'est fait. Donc le budget, 80% du budget, CPA a été investi dessus. On a encore pas mal de travaux, il nous reste du budget évidemment, et plus on va avoir de signataires, plus on aura du budget. Le budget, le but, et dans la commission et par rapport à la structuration que vous a montré sur la slide d'avant, c'est aussi de dire que nous on sait ce qu'il faut qu'on fasse encore, notamment pour l'ouverture, mais on veut garder une transparence et une capacité de discuter avec un certain nombre d'acteurs qui sont dans la salle, qui veulent bien s'investir pour rentrer dans cette mécanique de participation. Quand vous aviez vu sur la slide d'avant le module aussi où on a les plateformes qui sont dans un groupe séparé, c'est aussi pour vous montrer que notre job à nous, c'est de vous accompagner. On vous a réunis parce que c'est notre métier d'être un tiers de confiance avec une très grande diversité. Il y a eu un certain nombre d'associations qui sont créées grâce à ça et on a besoin de votre action pour faire qu'on puisse avancer derrière. Donc le budget sera
il y a une partie où on sait à peu près ce qu'on doit faire, une autre où on veut la laisser ouverte pour regarder avec vous comment on peut faire évoluer. Il y a des dossiers sur lesquels on doit travailler, notamment qui sont liés à tout ce qui est whitelisting. Il y a des acteurs qui nous ont demandé de faire ça. On est ravis de pouvoir le faire, mais on ne pourra pas le faire seul. On a déjà fait énormément, il va falloir qu'on ait un investissement au-delà de cette éco-participation qui soit toujours renforcée. D'où cette notion de partenariat, de dire voilà, on fait la trêve, maintenant on s'est fait mal, mais c'est parce qu'on s'est fait mal comme dans un entraînement de rugby, on est bon et on va pouvoir gagner la compète. Alors, rugby, football, ce que vous voulez dans tous les sports. C'est la réalité, on a les moyens et on s'est entraîné aujourd'hui, on s'est donné les moyens de pouvoir avancer avec encore un peu d'enveloppe budgétaire pour aller plus loin. Vous avez des questions par rapport à ça? C'est un peu important, n'hésitez pas, parce qu'on s'est réunis là, moi c'est pas juste pour parler, parce que je connais un peu mon affaire, mais c'est aussi pour interagir avec vous. Vous vous étiez rendu compte de l'investissement qui était fait par l'ensemble des membres du CPA en temps et en argent? Non? Ouais. Ça veut dire oui? Oui, ça veut dire oui. Donc, le plan de route sur les actions. Donc, les actions réalisées, on l'a vu, on les annonce de lancement. Les formations des équipes internes, parce que ça, c'est quelque chose qui nous remonte aussi tout le temps. Vos gars ne savent pas vendre, vos gars n'arrivent pas à vendre aux annonceurs et aux agences. Évidemment, ils n'ont pas toute la performance et toute la connaissance du métier comme vous pouvez l'avoir, parce qu'ils ne sont pas tous spécialistes email, on en a, mais on n'a pas que ça. Donc même des gens qui ne sont pas spécialistes email, quand ils interagissent avec un annonceur, un account manager, il doit avoir plus de formation dessus. Donc c'est un vrai élément qu'on a mis en place. Au niveau du groupe et au niveau individuel aussi, ce qu'on a fait nous chez Conversant, où j'ai remis en place un certain nombre de formations pour vraiment remonter en compétences, pour être capable derrière avoir une meilleure connaissance des bonnes pratiques pour vous accompagner et surtout pour les vendre aussi auprès de nos agences et nos annonceurs. Donc présentation des travaux de la charte auprès des agences médias, ça a été fait. Auprès du DECAM, j'en parlerai sur les slides d'après parce que c'est des éléments qui sont importants. Un lobbying quotidien évidemment auprès des annonceurs. Moi je ne connais pas un annonceur quand on rentre bien dans les détails qui ne comprend pas et qui n'est pas sensibilisé à ça. Alors c'est vrai qu'il y a encore quelques temps, il y a 1 ou 2 ans, ils étaient moins attentifs. Aujourd'hui ils le sont. Parce qu'ils ont moins de budget, ils peuvent plus se permettre de faire la même chose. Ils ont une notion avec tout ce qui est données, data, etc. Ils ont une approche où on revient vers une logique de CRM où on va essayer de moins faire de bêtises parce qu'on n'a plus les moyens de faire les bêtises qu'on avait avant, ou ce qui marchait avant ne marche plus. Et le webinaire évidemment du 4 décembre qui est en train de se mettre en place avec les annonceurs. À venir, on sera présent à l'EMDES comme l'année dernière. L'EMDES c'est un moment qui est important parce qu'il y a Signal Spam qui est présent, il y a Orange qui est présent, il y a un certain nombre de routeurs qui sont présents aussi. Et l'année dernière, je peux vous dire que j'ai eu des conversations assez désagréables avec un certain nombre d'acteurs qui nous ont dit ouais, le CPA, c'est quand même, la charte email, c'est quand même une grosse merde. Les mecs, ils ont plein de trucs pour essayer de se mettre propre, et maintenant ils sont dégueulasses. Le même mec qui me disait ça, il utilisait un certain nombre d'éditeurs qu'on connaît qui ne sont pas les plus propres, en prenant des tranches, nous on ne travaille plus avec eux, on les travaille encore un petit peu. Alors, évidemment, ils ont tous découpé leurs envois sur un certain nombre de routeurs, donc ils ont diminué l'investissement. Mais en même temps, en fait, la conséquence, pas la raison de ça, c'est que ces gens ne savent pas ce qu'on fait, ne savent pas à quel point nous on interagit dans l'écosystème, parce que finalement ils regardent ce qu'ils connaissent, et que plus on communique et plus on fait ce travail-là, plus on peut arriver à discuter avec ces gens-là, les sensibiliser et interagir dans l'écosystème. Ce qu'on n'a pas fait avant, hein, c'est vrai, hein, les routeurs et les faillis, on les a laissés de côté, et donc on savait qu'une campagne quand elle marchait, c'est parce qu'elle livrait, ou parce qu'on avait invité tel éditeur, ou parce qu'il y a un nombre de ventes. Le nombre de spam likes, les remontées, des outils qui ont quand même pas mal évolué, on n'avait aucune notion de tout ça. Donc cette notion, ce travail de communication avec Doustalé et les autres porte ses fruits et porte de plus en plus ses fruits, on commence juste à les avoir en réalité. Donc ça c'est encore un élément, un point sur lequel on va pouvoir encore avancer. L'étude de faisabilité d'un événement de type petit déjeuner annonceur aussi autour de la charte CPA, c'est difficile de les réunir, mais on va continuer à avancer dessus. L'équipe promotionnelle évidemment pour être capable de mettre en place les logos, avoir des supports de communication, et pour ça il faut de l'argent. Idéalement des vidéos aussi, parce qu'on voudrait faire des interviews et des explications vidéo pour être capable d'avoir un rayonnement qui est un peu plus large que notre propre action, notre propre voix, et de la vôtre évidemment, et des prises de parole qu'on va continuer à avoir au sein de toutes les organisations professionnelles, avec en plus un peu plus de sponsoring. Voilà, j'ai voulu vous détailler aussi avec Noéla et avec le bureau à quoi ça ressemble quand on veut faire une communication. Ça, c'est ce qu'on avait fait, si je ne m'abuse, sur la V1, et qu'on veut continuer à compléter. Voilà, dès qu'on veut faire du média et qu'on veut essayer de communiquer sur des sites de presse spécialisés, ça coûte beaucoup d'argent, que ce soit sur Edcar, Stratégie ou d'autres supports.
les enveloppes montent très vite. Et donc quand on regarde aujourd'hui déjà rien que ce qu'on a dépensé entre les coûts et les revenus, on a déjà une enveloppe qui est à peu près pliée à date avec le nombre de signatures qui sont en place. Donc c'est très bien. L'année dernière, sur les V1, c'est les plateformes qui l'ont payé. Il n'y a pas de participation, c'est de l'argent qu'on a mis pour communiquer sur une charte de manière à espérer potentiellement faire changer un marché. Bon, vous ne le voyez pas, mais nous on le voit, on n'a pas le CA, on avait les dépenses, et on s'est dit que si on voulait tous faire avancer ce marché-là, eh bien, il fallait qu'on se mette un label et qu'on ait les moyens de le financer, sinon c'est même pas la peine, et que potentiellement même les efforts qu'on avait fait jusqu'à la V1, eh bien, étaient peut-être même, on aurait mieux fait de continuer à vendre de la merde jusqu'à flinguer le marché. Bon, c'est clairement pas ce qu'on veut faire, on est des boîtes durables, on est là depuis longtemps, vous le savez, on essaye d'avoir les meilleures pratiques possibles, et pour ça, il faut du financement et on ne peut pas le faire seul. En tout cas, si on avait une très forte croissance, on pourrait le faire, mais si on avait une très forte croissance, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui, notamment sur l'email. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors toutes les idées, toutes les bonnes idées et les bonnes pratiques que vous pouvez avoir pour essayer de participer à ça sont évidemment les bienvenues. Vous connaissez Noëlla, vous nous connaissez. Si vous avez des personnes aussi qui peuvent permettre d'avoir un apport ou une construction ou une idée qui nous permettent d'avoir un maximum de rayonnement, elles sont les bienvenues. Donc auprès des associations, alors pour moi je pense que c'est une vraie chance et on a bien avancé. Bon, l'IAB, si je suis rentré et qu'ils m'ont mis dans le bureau, c'est pas pour rien, c'est que je représente une frange d'éditeurs qui n'adressent pas, qui ne connaissent pas, voire même qu'ils évitaient à une époque. La communication digitale, et c'est aussi la raison du changement du nom, c'est que la performance, c'est pas que de l'affiliation avec des trucs dirty. Il a fallu qu'on change, parce que l'affiliation a un nom aussi, sur une typologie d'acteurs qui est pas péjoratif, mais en tout cas qui est très marqué. Le fait de parler de marketing à la performance ou d'acquisition, on l'est moins, et c'est tout le sens qu'on a voulu mettre en place. En aucun cas, on aurait un certain nombre d'acteurs qui s'associeraient avec nous comme ils sont en train de le faire si on était resté trop dans notre univers segmenté de l'affiliation. On est dans l'univers de la performance et du marketing à la performance. l'IAB étant un peu plus sur des approches de branding, de format, etc., même si les notions de performance sont en train de rentrer dans les mêmes mécaniques, où ils s'y intéressent de plus en plus, parce qu'ils voient la difficulté des éléments, des KPIs. Alors il y a des grandes conversations sur les KPIs hier. En tout cas, ils ont porté le message de la charte V2 et on va continuer à s'en servir pour injecter cette approche à l'intérieur de l'IAB. C'est une autre, vous êtes un certain nombre d'acteurs, être au CPA est une chose, être dans une organisation professionnelle est importante aussi pour vous, notamment par rapport au métier. Je vous incite à continuer à le faire, que ce soit avec l'emailing, que ce soit avec les couponneurs, dont on a des représentants d'associations ici. La multi-inscription, elle est essentielle parce qu'en fait, vous devez être expert et vous devez faire que chaque métier se réunisse et soit suffisamment fort pour faire que derrière, on puisse mettre en place des briques de communication avec les autres. Et c'est exactement ce qui se passe entre le CPA et l'IAB, c'est que si le CPA n'était pas monté en puissance, on ne serait pas capable aujourd'hui de discuter avec l'IAB comme on le fait et comme on le fait avec l'UDECAM. Alors pour vous raconter un peu aussi l'histoire de l'UDECAM, donc on a rencontré le délégué général et le président. On leur a présenté ce qu'on faisait. Alors évidemment, ils ne savaient pas ce qu'on faisait. La charte email, ils ne connaissaient pas et tout le reste, ils ne connaissaient pas. C'est d'autant plus important qu'en fait, c'est des gens avec lesquels on a été très longtemps clients et on est aujourd'hui plus concurrents. Et ils sont aperçus, et c'est un truc que je vous livre entre vous et moi, d'une chose, c'est qu'à force de... Alors en plus, avec le sapin, pas sapin, c'est-à-dire où je prends plus de marge et où j'en prends pas, parce que quand on n'en prend pas, il faut en prendre ailleurs. Donc c'est vrai que la perte a aussi servi à ça, même s'ils ne le disent pas. Ils se sont aperçus qu'ils ont été dans la difficulté de marché de plus en plus à essayer de nous court-circuiter, piquer les gros emailers, piquer les gros intégrateurs, travailler en essayant de prendre juste la crème du lait puis en laissant le reste. Sauf que l'affiliation, c'est le travail du lait, c'est pas le travail de la crème. C'est un travail qui prend du temps et on a une valeur ajoutée qu'eux n'ont pas. Donc ce qu'on est capable de faire avec vous, ils ne sont pas capables de le faire, ils le savent et ils commencent à le reconnaître. Et ils nous l'ont dit stricto sensu en se disant ok, on a bien compris ce que vous faites. Aujourd'hui, nous, on a aussi une difficulté, c'est que les budgets, ils partent aux US, ils partent sur des Google, ils partent sur des gros acteurs en direct, que ce soit des Criteo, et ils ont perdu énormément de prise sur la partie digitale parce que leur valeur ajoutée est globalement assez faible. Or, leur valeur ajoutée, elle existe à partir du moment où on redéfinit un écosystème clair, à savoir qui fait quoi et comment on interopère ensemble. Voilà, aujourd'hui,